Je n'avais pas mangé depuis 2 jours lorsque je me suis assise dans ce siège exigu de dons de plasma, les néons bourdonnaient au-dessus de moi comme des abeilles en colère. L'infirmière a glissé l'aiguille dans mon bras, a souri, puis a jeté un œil au microscope et s'est figée. Son visage est devenu pâle. Madame, a-t-elle murmuré. S'il vous plaît, ne bougez pas. Sa voix tremblait alors qu'elle attrapait le téléphone. Il y a 6 mois, j'étais Violet Hart, PDG d'une entreprise de construction en plein essor, une femme qui construisait des gratte-ciel et croyait que rien ne pouvait la briser. Maintenant, j'étais une divorcée fauchée vendant son plasma pour $50. L'infirmière est revenue, tremblante. Votre sang, a-t-elle dit, presque avec révérence. C'est du sang RH nul, du sang doré. Seulement 43 personnes sur Terre l'ont. Avant que je puisse parler, le directeur médical est entré en courant. Mademoiselle Hart, il y a un milliardaire à Monaco qui va mourir dans quelques heures sans votre groupe sanguin. Sa famille offre. Le chiffre qu'il a prononcé a fait trembler mes mains. 6 mois plus tôt, j'étais Violet Hart, la femme que les gens de Kansas City appelaient la dame de fer de la construction. J'avais bâti Hart Construction Group à partir de rien, juste une camionnette rouillée, une liasse de plans, et plus de cran que de bon sens. Nous étions bons, vraiment très bons. J'avais 15 employés, 4 équipes, et la réputation de terminer des chantiers impossibles. La ville me confiait des projets de démolition que personne d'autre ne voulait toucher. Mon nom signifiait quelque chose. Les camions de mon entreprise portaient mes initiales, VH, en peinture bleue audacieuse, une marque de fierté qui semblait inébranlable. Et puis est arrivé le projet du centre commercial Bridgepoint. C'était censé être notre plus grande victoire, un contrat de démolition et de reconstruction de $25 millions. Mon chef de projet, Gab Collins, m'avait assuré que toutes les lignes de sécurité étaient dégagées. Gaz, électricité, eau, tout est déconnecté, patronne. J'aurais dû vérifier moi-même. À 10h14 un jeudi matin, j'examinais des plans dans la caravane de chantier quand le sol a tremblé. Un éclair de lumière blanche a traversé la fenêtre, suivi d'un son comme si le ciel se déchirait. La conduite de gaz oubliée, enterrée depuis 1963, s'était rompue sous les anciennes fondations du centre commercial. Les flammes ont rugi comme un monstre réveillé de la terre. Par miracle, personne n'est mort, mais l'explosion a fait les gros titres du journal télévisé du soir dans tous les États. Le lendemain matin, le titre m'a anéanti, négligence sur le chantier de Hart Construction, des millions de dollars de dégâts. Les poursuites judiciaires sont arrivées plus vite que je ne pouvais respirer. La ville, la compagnie de gaz, des entreprises privées. Mon agent d'assurance, un homme élégant dans un costume bleu marine, m'a tendu une pile de papier avec un regard qui disait « Ne tirez pas sur le messager ». Clause 14b, a-t-il dit. Vérification indépendante requise. Vous avez donné votre accord. La police d'assurance ne couvre pas la négligence. Mais les plans? Il a haussé les épaules. L'erreur de la ville n'annule pas votre responsabilité. 2 semaines plus tard, les contrats étaient gelés. Les comptes saisis. Je suis passé de la gestion de projets de plusieurs millions de dollars à supplier les banques de ne pas vendre mon équipement aux enchères. Et c'est à ce moment-là qu'Evan, mon mari, a cessé de rentrer à la maison. Il avait été mon plus grand supporter, l'homme qui apportait du café sur mes chantiers, qui disait qu'il aimait me voir avec un casque de sécurité. Mais le succès est enivrant jusqu'à ce qu'il s'évapore. La nuit où l'avis de saisie est arrivé, il se tenait près de la porte avec sa valise. « Evan, s'il te plaît, ai-je dit, la voix brisée. Nous pouvons reconstruire. J'ai juste besoin de temps. » Il ne m'a même pas regardé. Je n'ai pas épousé une ratée, Violet. Tu es fauché, et je ne vais pas sombrer avec toi. La porte d'entrée s'est refermée derrière lui, et le silence qui a suivi a semblé plus lourd que n'importe quelle poutre d'acier que j'avais jamais soulevée. Je me suis assise par terre dans cette maison vide, entourée de factures impayées, réalisant que l'empire que j'avais bâti de mes mains s'était effondré en un seul souffle, et qu'il ne me restait plus que moi-même. Le matin après le départ d'Evan, la cafetière était encore à moitié pleine. Elle sentait l'aigre et le brûlé. Sa brosse à dents avait disparu, son placard était vide, à l'exception d'un de mes vieux casques de sécurité posés sur l'étagère comme une cruelle plaisanterie. J'ai fixé l'avis d'expulsion scotché sur le réfrigérateur, les lettres rouges criant « Saisie immobilière imminente ». Tout ce pourquoi j'avais travaillé, disparu. L'entreprise, la maison, l'homme que je pensais être à mes côtés quand tout s'effondrerait.
Ma sœur Dana a appelé cet après-midi-là. 6. Tu ne peux pas rester seul là-bas. Viens chez nous, a-t-elle dit doucement. Je vais bien, ai-je menti. Non, ce n'est pas vrai. Ta voix est vide. Le soir venu, je conduisais 3 heures vers l'ouest dans ma vieille Ford, le même camion qui transportait autrefois des plans et de la fierté. Maintenant, il transportait des cartons étiquetés ustensiles de cuisine et ce qui reste. Dana et son mari, Rick, m'ont accueilli avec gentillesse mais prudence. Leur maison sentait la peinture fraîche et la normalité, le genre de stabilité que j'avais l'habitude de qualifier de petits rêves. Maintenant, cela me semblait inaccessible. Ils ont fait de la place au sous-sol, sol en béton, une petite fenêtre, un lit pliant qui grinçait quand je m'asseyais dessus. Dana m'a serré dans ses bras, murmurant, c'est temporaire, 6. Tu retrouveras ton chemin. Mais le temporaire s'est étiré sur des semaines. J'ai postulé à emploi après emploi, chef de projet adjointe, contre-maîtresse, même des postes d'employés de bureau, mais chaque entretien se terminait de la même manière. Vous êtes surqualifié. Nous cherchons quelqu'un de plus jeune. Votre réputation pourrait attirer l'attention. Les rejets polis me blessaient plus profondément que des insultes n'auraient jamais pu le faire. La nuit, je restais allongé sur le lit pliant à regarder le plafond du sous-sol, écoutant les sons étouffés des enfants de Dana qui riaient à l'étage, leur vie continuant alors que la mienne était en pause. Le bourdonnement de la machine à laver est devenu ma berceuse. Une nuit, j'ai entendu Rick chuchoter à travers le plancher. Elle essaie, chérie. Ne la laisse juste pas rester trop longtemps. Les factures. J'ai arrêté d'écouter. En janvier, mon compte courant affichait 47,80 $. J'ai vendu mon dernier bracelet en or pour payer l'essence. Chaque matin, je m'asseyais à la table de la cuisine avec Dana, faisant semblant de chercher des emplois sur mon vieil ordinateur portable tout en calculant secrètement combien de temps il me faudrait avant de devenir son fardeau. L'idée d'appeler Evan m'a traversé l'esprit une fois, juste une fois. J'ai même tapé le message, je suis désolé. Pouvons-nous parler? Mais je l'ai effacé avant de l'envoyer. Il ne méritait pas d'entendre ma voix. Cette nuit-là, je me tenais dehors sur le porche, le vent d'hiver me transperçant le manteau, fixant les étoiles qui ressemblaient à des trous percés dans le ciel. J'ai murmuré dans l'obscurité, Dieu, j'ai tout construit à partir de rien une fois. Je peux le refaire, n'est-ce pas? Mais le silence qui a suivi était plus froid que l'air. Je suis rentré, j'ai regardé mon portefeuille et j'y ai vu un billet de 20, un de 10, un de 5, et quelques billets froissés d'$1. Le lendemain matin, alors que je marchais vers la bibliothèque pour utiliser leur Wi-Fi pour des offres d'emploi, j'ai vu une enseigne lumineuse de l'autre côté de la rue, centre de plasma Biolif, nouveau donneur, 50 $. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai pensé que c'était peut-être assez pour survivre une semaine de plus. Je suis resté sur le trottoir à regarder l'enseigne bleue lumineuse. Centre de plasma Biolif, nouveau donneur, 50 $. 50 $. Cela semblait à la fois pathétique et salvateur. Assez pour l'essence? Peut-être des courses? Peut-être quelques jours pour prétendre que j'avais encore le contrôle de ma vie. À l'intérieur, l'air sentait le désinfectant et le désespoir silencieux. Une rangée de visages fatigués était assise sous des néons bourdonnants, des étudiants, des parents célibataires, des hommes en bottes de travail, tous serrant des formulaires. J'étais parfaitement à ma place. À la réception, une jeune femme m'a tendu une pile de formulaires. « C'est la première fois que vous donnez ?» a-t-elle demandé. « Oui, ai-je dit, forçant un sourire. « C'est la première fois que je fais beaucoup de choses. » Les questions étaient humiliantes. « Avez-vous mangé aujourd'hui? Êtes-vous actuellement sans emploi? Ce don est-il dû à des difficultés financières? » J'ai coché oui aux 3, et ma main a tremblé en signant mon nom, Violet Hart. Une infirmière l'a appelée de l'autre côté de la pièce. « Mademoiselle Hart. Par ici, s'il vous plaît. » Elle avait la vingtaine, les yeux vifs, gentille. Son badge indiquait Kelly. « Ne vous inquiétez pas, a-t-elle dit en me conduisant à un fauteuil inclinable. Tout le monde est nerveux la première fois. Ne me dites simplement pas que ça fait mal. Je ne vais pas mentir, a-t-elle souri. Mais je vais faire vite. L'aiguille est entrée proprement, et un filet de sang rouge foncé a rempli le tube. Pendant un instant, je suis resté à le regarder. Mon père avait l'habitude de donner son sang à la Croix-Rouge quand j'étais enfant. Il disait,
c'est le moyen le plus simple de faire quelque chose de bien. Je n'agissais pas par bonté. J'agissais par désespoir. Vous avez de bonnes veines, a dit Kelly joyeusement, en vérifiant le moniteur. Belle couleur aussi. C'est bien. C'est super. Elle fredonnait un air tout en notant quelque chose sur l'écran, mais son fredonnement s'est arrêté, son front s'est plissé. Elle s'est penchée plus près de la poche de collecte, puis de nouveau vers moi. H.M., c'est étrange. Qu'est-ce qui est étrange, ai-je demandé, l'estomac noué. Probablement rien. Je veux juste vérifier. Elle a prélevé une petite fiole de mon sang et s'est dirigée vers un microscope dans un coin. Ses mouvements étaient soudainement précis, prudents. Je l'ai regardé se pencher sur l'oculaire, se figer, puis regarder à nouveau. Quand elle s'est retournée, son visage s'était vidé de sa couleur. « Madame » a-t-elle dit doucement. « S'il vous plaît, ne bougez pas. Je dois aller chercher le directeur. » Qu'est-ce qui ne va pas? Suis-je malade, ai-je lâché? Non, non, s'il vous plaît, restez simplement immobile. Elle est sortie précipitamment, la porte se refermant derrière elle. Mon cœur battait la chamade. Autour de moi, d'autres donneurs faisaient défiler leur téléphone, ignorant que mon monde était en train de s'effondrer à nouveau, ou peut-être d'exploser. Les minutes ont passé. Puis la porte s'est ouverte. Un grand homme en blouse de laboratoire est entré, un presse-papier à la main, les yeux vifs et curieux. Dr Brennan, selon son badge. Mademoiselle Hart, a-t-il dit, je dois vous poser quelques questions. À propos de quoi? Votre sang. Kelly l'a analysé 3 fois. Quelque chose ne va pas avec? Tout le contraire. Il a pris un tabouret et s'est assis près de moi, le genre de proximité qui vous rend nerveux. Vous avez du sang RH nul, a-t-il dit. C'est le groupe sanguin le plus rare connu sur Terre. Seules 43 personnes documentées l'ont. J'ai ri, d'un son sec et nerveux. 43. Ce n'est pas possible. C'est extrêmement rare, a-t-il dit calmement. Votre sang peut sauver des personnes qui, autrement, mourraient sans un donneur compatible. J'ai regardé la poche de collecte à côté de moi, le liquide sombre qui pulsait à travers la ligne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai de la valeur? Disons simplement que les hôpitaux vous qualifieraient de miracle. Son téléphone a vibré. Il a froncé les sourcils en répondant, murmurant un jargon médical rapide. Quand il a raccroché, l'énergie dans la pièce a changé. Quelqu'un vient vous voir, a-t-il dit. Ils vous expliqueront tout. S'il vous plaît, ne partez pas. Me voir? Qui? Il a hésité, puis m'a regardé avec un mélange d'admiration et de peur. Une famille de Monaco, a-t-il dit. Il y a un milliardaire là-bas qui va mourir dans quelques heures sans votre groupe sanguin. J'ai cligné des yeux. Quoi? Ils envoient un représentant à l'heure où nous parlons. J'ai ri à nouveau, parce que pouvais-je faire d'autre? Docteur, je suis venu ici pour $50. Il a hoché la tête solennellement. Alors aujourd'hui, Mademoiselle Hart, pourrait être le jour où votre vie change pour toujours. Je suis resté figé dans ce fauteuil inclinable, l'aiguille toujours dans mon bras, tandis que les mots du docteur Brennan s'imprégnaient. Seulement 43 personnes sur Terre. Le bourdonnement des machines remplissait le silence entre nous. Mes pensées s'en mêlaient en une boucle vertigineuse. Milliardaire. Monaco. Mourant. Mon sang. Docteur, il doit y avoir une erreur, ai-je finalement dit. Je n'ai rien de spécial. Je suis venu ici pour $50 et de l'argent pour l'essence. Mademoiselle Hart, a-t-il dit calmement. Vous êtes spécial, que vous le croyez ou non. Le sang RH nul n'est pas seulement rare. Il est universel pour tous les groupes négatifs. C'est ce que nous appelons du sang doré. Les personnes avec votre groupe sanguin sont des lignes de vie ambulantes. J'ai regardé la poche à côté de moi. Le lent goutte à goutte de liquide cramoisi qui ne me semblait soudain plus être du sang. On aurait dit une monnaie, un pouvoir, quelque chose de bien au-delà de ma compréhension. Alors, que se passe-t-il maintenant? Nous aurons besoin de plus de tests, mais... Il s'est arrêté au milieu de sa phrase, son téléphone vibrant à nouveau, les sourcils froncés en répondant. Oui, RH nul confirmé. Elle est stable. Compris. De la famille? Quand il a raccroché, il avait l'air presque secoué.
Ils savent déjà, a-t-il murmuré. Qui sait, ai-je demandé. La famille Marot, a-t-il dit doucement. Ils sont extrêmement riches. Leur patriarche, Henri Marot, souffre d'un trouble sanguin rare. Il a eu une hémorragie interne massive. Sans sang compatible, l'opération ne peut pas avoir lieu. J'ai senti ma gorge se serrer. Vous voulez dire que mon sang pourrait le sauver? Il a hoché la tête. Exactement. Pendant un instant, la pièce a semblé basculer. Quelques heures plus tôt, j'étais une ratée vendant son plasma pour faire des courses. Maintenant, des étrangers de l'autre côté de l'océan connaissaient mon nom, ou du moins mon groupe sanguin. La porte s'est à nouveau ouverte brusquement. Kelly s'est glissée à l'intérieur, le visage rouge. Docteur Brennan, il y a une femme ici. Elle dit qu'elle vient de Monaco. Il a redressé sa blouse. Faites-la entrer. La femme qui est entrée n'avait rien à faire dans ce centre de plasma sordide. On aurait dit qu'elle sortait d'un magazine. Grande, élégante, un tailleur gris qui criait l'argent. Ses yeux, sombres et stables, se sont fixés sur moi. Mademoiselle Hart, a-t-elle dit en tendant la main. Je suis Lucia Corvello, représentante de la famille Marot. Sa poignée de main était ferme mais froide, professionnelle. Un des membres de notre famille est mourant, a-t-elle dit. Nous avons cherché un donneur dans le monde entier. Vous êtes la seule compatible. Je l'ai regardé, sans voix. Que me demandez-vous de faire exactement? Venez avec nous, a-t-elle dit. Notre jet privé attend. Nous pouvons être à Monaco en moins de 12 heures. Le docteur Brennan m'a jeté un coup d'œil. Ils offrent une compensation, violet. Une compensation substantielle. À quel point substantielle, ai-je demandé prudemment. Lucia a hésité, puis a dit doucement, 2 millions de dollars. La pièce est tombée dans le silence. Même les machines semblaient retenir leur souffle. 2 millions pour mon sang, ai-je murmuré. Pour une vie, a corrigé Lucia. La vôtre peut sauver la sienne. J'ai baissé les yeux vers la légère ecchymose qui se formait là où l'aiguille avait percé ma peau. Il y a quelques heures, ce bras ne valait rien. Maintenant, il valait des millions. Et pourtant, une seule question brûlait plus fort que toutes les autres. Pourquoi moi, ai-je demandé. Le regard de Lucia a vacillé. Parce que, mademoiselle Hart, a-t-elle dit doucement. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est un héritage. Pendant un long moment, je n'ai pas pu parler. Héritage. Le mot sonnait étrange venant des lèvres de Lucia, net et délibéré. Le docteur Brennan a échangé un regard avec elle, comme s'il se demandait s'il devait continuer. Finalement, il a expiré. Mademoiselle Hart, lorsque nous avons identifié votre groupe RH nul, notre système a automatiquement lancé une analyse génétique. C'est le protocole standard pour les donneurs rares. Et, ai-je demandé, méfiante. Il a tourné la tablette vers moi. Des graphiques, des séquences, des pourcentages, sans signification pour mes yeux, mais son ton était lourd de sens. Nous avons trouvé un ensemble de marqueurs génétiques spécifiques à une très petite lignée européenne, la famille Marot de Monaco. J'ai ri doucement, secouant la tête. Vous dites que je suis parente avec des milliardaires? J'ai grandi à Wichita, au Kansas. Ma mère était serveuse. Mon père conduisait des camions. Lucia s'est approchée, posant son sac en cuir coûteux sur la table. Le nom de votre mère, a-t-elle demandé. Rachel Whitmore, ai-je dit. Et votre père, Tom Hart. Pourquoi? L'expression de Lucia a changé, un mélange de reconnaissance et de calcul. Rachel Whitmore, a-t-elle murmuré comme si elle goûtait le nom. Elle a travaillé pour la famille Marot il y a plusieurs décennies. C'est impossible, ai-je dit. Ma mère n'a même jamais quitté le pays. En êtes-vous certaine? La voix de Lucia s'est adoucie. Parce que nous avons des archives d'une Rachel Whitmore, américaine, qui a été employée comme traductrice pour le frère d'Henri Marot au début des années 1980. L'air m'a manqué. Son frère, Vincent Marot. Il a disparu en 1985. La famille pensait qu'il avait fui après une dispute avec Henri. À peu près à la même époque, Rachel a quitté Monaco sans préavis. J'ai dégluti difficilement, mon pouce accélérant. Vous êtes en train de me dire que mon père n'est pas mon père? Le docteur Brennan a baissé la voix. Nous ne pouvons pas le confirmer,
mais votre ADN correspond à la signature génétique des Marot à 99,7%. Ce n'est pas une coïncidence, Violet. C'est une lignée. Pendant un moment, tout ce que j'ai pu entendre était le doux bourdonnement des machines. J'étais venu ici pour gagner 50 $. Maintenant, ces gens me disaient que toute ma vie, mes parents, mon identité, pourrait être construite sur un mensonge. Je dois appeler mon père, ai-je dit, cherchant mon téléphone à tâtons. Le docteur Brennan a hoché la tête doucement. Faites-le, mais dépêchez-vous. Le temps presse. Quand il est sorti, Lucia est restée, me regardant comme une négociatrice jaugeant son adversaire. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi moi? Parce qu'Henri est mourant, et vous êtes la seule parente de sang vivante qui puisse le sauver. La famille a cherché la lignée de Vincent pendant des décennies. Vous voulez dire? Mon père? Le regard de Lucia s'est adouci pour la première fois. Oui. Votre père. J'ai appuyé sur rappeler. Ça a sonné 2 fois avant qu'une voix familière et graveleuse ne réponde. 6. Tout va bien? Papa, est-ce que maman a déjà travaillé à Monaco? Silence. Puis un soupir lent et lourd. Tu as découvert, n'est-ce pas? Ma poitrine s'est serrée. Alors, c'est vrai? Ta mère a rencontré un homme nommé Vincent pendant qu'elle travaillait à l'étranger, a-t-il dit calmement. Elle est rentrée enceinte. Je l'ai épousée en sachant que l'enfant n'était pas de moi. Elle m'a demandé de te protéger de ce monde, de leur argent, de leur nom. Vous m'avez menti toute ma vie. Je t'ai élevé, Violet. Cette partie-là n'était pas un mensonge. Des larmes ont brouillé ma vision. Je me suis détourné pour que Lucia ne les voie pas, papa, ai-je murmuré. Il y a un homme à Monaco, Henri. Il est mourant. Mon sang peut le sauver. Alors vas-y, a-t-il dit simplement. Ne déteste pas ta mère pour ce qu'elle a fait. Elle voulait que tu aies une vie ordinaire. J'ai essuyé mes yeux, stabilisé ma respiration, et j'ai regardé à nouveau Lucia. J'irai, ai-je dit. Mais pas pour l'argent. Ses lèvres se sont légèrement incurvées. Bien sûr que non, mademoiselle Hart. Mais ça ne fait pas de mal, n'est-ce pas? 10 minutes plus tard, j'étais à l'arrière d'une berline noire aux vitres teintées, mes pensées entrant en collision avec chaque lampadaire qui passait. Le chauffeur ne parlait pas. Le téléphone de Lucia vibrait sans cesse. Quand nous sommes arrivés à la piste d'atterrissage privée, un jet blanc et élégant brillait sous les projecteurs. Je me suis arrêté sur les marches, agrippant la rampe. 6 heures plus tôt, j'étais une femme avec 47 $ en poche. Maintenant, je traversais le monde pour sauver un homme qui pourrait être mon oncle, pour rencontrer une famille qui ne savait pas que j'existais, et pour découvrir une vérité que ma mère avait enterrée avec elle. Alors que les moteurs rugissaient, Lucia s'est penchée vers moi et a dit doucement, « Bienvenue chez vous, mademoiselle Hart. » Le bourdonnement des moteurs du jet était constant, presque hypnotique, mais mes pensées étaient tout sauf calmes. Je regardais par le hublot ovale l'océan de nuages en dessous, mon reflet faible sur le verre. Une femme suspendue entre 2 mondes, n'appartenant ni à celui qu'elle laissait derrière elle, ni prête pour celui qui l'attendait. Lucia était assise en face de moi, tapant rapidement sur son téléphone en français. Les hôtesses de l'air chuchotaient, préparant des fournitures médicales et des mallettes argentées estampillées du blason des Marot. Je me suis enlacé, portant toujours la même veste délavée du Kansas. « Avez-vous peur de l'avion, mademoiselle Hart » a soudainement demandé Lucia. « J'ai peur de tout » ai-je dit doucement. Y compris de découvrir qui je suis vraiment. Elle a esquissé un petit sourire. Pas méchant, juste lasse. La vérité est plus lourde que l'altitude, mais elle est nécessaire. Le silence a de nouveau rempli la cabine. J'ai sorti mon téléphone, mon pouce planant sur le contact de mon père. Tom Hart. Non. Vincent Marot. Quand j'ai finalement appuyé sur appeler, mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. 6. Sa voix était douce, usée par l'âge et la culpabilité. Papa, ai-je murmuré. Je suis dans un avion pour Monaco. Une longue pause. Je pouvais entendre la respiration lente d'un homme se préparant à affronter le passé. Alors, tu les as rencontrés. Lucia. Elle a dit que mon sang peut sauver quelqu'un du nom d'Henri Marot. Mon oncle, Henri. La façon dont il l'a dit, mi-douleur, mi-nostalgie, m'a tout dit.
C'est donc vrai, ai-je dit. Tu es Vincent. Tu les as quittés. Tu l'as quitté. Son silence a été la seule confirmation dont j'avais besoin. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, ai-je demandé, la voix brisée. Pourquoi me laisser grandir en pensant que nous étions juste ordinaires? Parce que je te voulais libre, Violet. Son ton était brut. Henri et moi avons été élevés dans des cages dorées. Attente, argent, lignée. Chaque décision prise pour nous. Quand j'ai rencontré ta mère, j'ai vu la première chose réelle de ma vie. Alors je suis parti. Parti? D'un empire? D'une prison, a-t-il corrigé. Des larmes me brûlaient les yeux. Maman savait. Elle savait. Elle a juré de te protéger de ce monde. Elle t'aimait, 6, plus que son propre confort. Les moteurs vrombissaient plus fort, la pression de l'air était épaisse d'émotion. Henri est mourant, ai-je dit doucement. Et je suis la seule qui puisse le sauver. Alors sauve-le, a-t-il murmuré. Et dis-lui que je lui ai pardonné il y a des décennies. Qu'a-t-il fait? Il voulait que j'hérite de tout, a dit mon père. Mais je ne voulais pas de la couronne. Il ne pouvait pas comprendre que l'amour signifiait plus que l'héritage. J'ai ravalé la boule dans ma gorge. Il le saura bientôt. Il y a eu un temps de silence avant qu'il ne reprenne la parole, sa voix tremblant maintenant. Violet, écoute. Quoi qu'il arrive là-bas, souviens-toi, le sang vous lie peut-être, mais le choix vous définit. Tu es ma fille parce que je t'ai choisie. Ne l'oublie pas. Ma vision s'est complètement brouillée. Je ne l'oublierai pas. Bien. Alors va faire ce que toi seul peux faire. L'appel s'est terminé, mais ces mots sont restés, résonnant plus fort que les moteurs. Lucia m'a regardé essuyer mes larmes et a dit doucement, il vous a dit la vérité, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Oui. Et il m'a dit de sauver son frère. Pour la première fois, l'expression de Lucia s'est fendue de respect, peut-être même d'empathie. Vincent était le seul maraud qui ait jamais renoncé au pouvoir, a-t-elle dit. Henri respectait cela, bien qu'il ne l'ait jamais dit à voix haute. L'avion a commencé sa descente, le littoral de Monaco scintillant en dessous, un ruban d'or et de saphir. Quand les roues ont touché le sol, j'ai expiré un souffle que je n'avais pas réalisé retenir. L'hôpital qui nous attendait ressemblait à un palais. Sol en marbre, lustre, et des hommes en costume parlant à voix basse en français. Je me suis sentie à nouveau petite, comme la femme fauchée du Kansas, déplacée dans tous les sens du terme. Lucia m'a guidé à travers les couloirs stériles jusqu'à une suite privée. Des machines bipaient doucement. Un homme frêle gisait, entouré de médecins. Ses cheveux étaient argentés, sa peau translucide, mais ses yeux reflétaient les miens. Henri, dit doucement Lucia. Voici Violet. Il a tourné la tête vers moi, ses lèvres tremblant. Tu ressembles à Rachel, a-t-il murmuré. Tu es la fille de Vincent. Mon cœur a raté un battement. Oui, ai-je dit, la voix brisée. Et je suis là pour vous sauver. Il a souri faiblement. Alors peut-être que tu sauves plus que moi. Alors que l'équipe médicale préparait la ligne de transfusion, j'ai regardé la poche de perfusion, la tubulure, le rouge familier qui avait autrefois signifié la honte et la pauvreté. Maintenant, il signifiait la vie, l'héritage, la rédemption. L'infirmière a glissé l'aiguille, et j'ai senti la traction lente et rythmée alors que mon sang commençait à couler vers lui, le frère de mon père, le secret de ma mère, mon propre commencement. Henri a tendu la main, ses doigts fins se refermant sur la mienne. Vous n'avez aucune idée, a-t-il murmuré, de ce que cela signifie pour notre famille. Les larmes coulaient librement maintenant. Peut-être que si, ai-je dit. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de vous sauver. Il s'agit de sauver qui je suis. Et pour la première fois depuis des années, alors que le sang doré coulait, je ne me sentais pas brisé. Je me sentais entière. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres de l'hôpital donnant sur la Méditerranée. J'étais assise dans le même fauteuil près du lit d'Henri. Le pansement sur mon bras était encore frais. Mon corps était endolori, mais quelque chose en moi se sentait plus léger, comme si je m'étais vidé de plus que du sang. Henri a bougé, ses yeux s'ouvrant en papillotant. Sa voix était faible mais claire. Tu es resté. Je voulais vous voir vous réveiller, ai-je dit, souriant doucement. Je suppose que j'avais une raison maintenant. Il a gloussé faiblement.
Vous avez le sourire de votre grand-mère. Vincent disait toujours qu'elle était trop gentille pour notre monde. À la mention du nom de mon père, l'émotion m'est montée à la gorge. Il est vivant, ai-je dit doucement. Il m'a demandé de vous dire qu'il vous a pardonné il y a 40 ans. Henri a tourné la tête vers la fenêtre, ses yeux brillants. M'a pardonné? Non, c'est à moi de lui demander pardon. J'ai essayé de faire de lui quelqu'un qu'il n'a jamais voulu être. Quand il est parti, je me suis dit qu'il reviendrait une fois qu'il aurait réalisé que j'avais raison. Il m'a regardé à nouveau, la voix brisée. Il n'est jamais revenu. Mais maintenant je comprends pourquoi. Il a choisi la liberté et l'amour, et il vous a donné au monde. La pièce est tombée dans le silence. Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai simplement pris sa main et l'ai tenue, laissant le non-dit remplir l'espace entre nous. Cet après-midi-là, sa fille Isabelle est entrée, posée, élégante, mais son sourire était sincère. Elle ressemblait à quelqu'un qui portait à la fois le privilège et la responsabilité sur ses épaules. « Je vous dois la vie de mon père », a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. « Vous ne me devez rien », ai-je répondu. « Vous lui devez vos années à venir. C'est suffisant. » Néanmoins, a-t-elle dit, en glissant une enveloppe sur la table. Le virement a été effectué. 2 millions de dollars, comme promis. J'ai fixé l'enveloppe, abasourdi. Ça semble mal, ai-je murmuré. Je ne l'ai pas fait pour l'argent. Alors utilisez-le pour quelque chose de bien, a-t-elle dit. Mon père construisait des choses. Vous aussi. Peut-être que c'est dans le sang. Ces mots ont eu un écho plus profond qu'elle ne le pensait. Plus tard dans la soirée, Henri a demandé à me voir une dernière fois avant sa sortie. Il était assis droit maintenant, la couleur revenant lentement sur son visage. Violet, a-t-il dit. Vincent m'a dit un jour qu'il préférait construire une vie honnête de ses mains plutôt que d'hériter de 1000 vies bâties sur le dos d'autres hommes. Je n'ai jamais compris cela jusqu'à maintenant. Il a pris une petite boîte en velours sur la table et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait un délicat pendentif en or en forme de goutte de sang. Il appartenait à notre mère, a-t-il dit. Elle croyait que le plus grand don de notre famille n'était pas ce que nous possédions, mais ce qui coulait en nous. Mes yeux me piquaient. Je ne peux pas accepter ça. Vous l'avez déjà fait, a souri Henri. Il reconnaît les siens. Quand j'ai quitté l'hôpital cette nuit-là, l'air de Monaco sentait le sel et le jasmin. J'ai regardé le port où les yachts scintillaient sous le clair de lune et j'ai pensé à mes parents, ma mère qui avait fui ce monde, et mon père, qui en avait construit un nouveau avec rien d'autre que sa volonté. Lucia m'a retrouvé devant la voiture. Tout est réglé, a-t-elle demandé. Autant que possible, ai-je dit. Henri veut que vous sachiez que la famille Marot vous considère maintenant comme l'une des leurs. C'est gentil, ai-je répondu, en regardant vers la mer, mais j'ai déjà une famille. Je ne savais simplement pas à quel point elle vivait en moi. Alors que la voiture s'éloignait, le pendentif dans ma main a capté le dernier rayon de soleil couchant. Une petite lueur d'or, chaude comme la vie elle-même. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas perdu entre deux mondes. J'étais enfin à la fois une fille du Kansas et de Monaco, une femme renaissante, non pas par la fortune ou la célébrité, mais par le sang qui l'avait toujours ramenée à la maison. Quand je suis retourné au Kansas, le monde semblait différent, plus petit en quelque sorte, mais plus doux. Le vent de janvier qui me semblait autrefois une punition caressait maintenant mon visage comme une invitation. Je n'étais pas la même femme qui était partie. Je n'étais pas seulement Violet Hart, l'entrepreneur raté, ou Violet Marot, l'héritière perdue. J'étais les deux. Et pour la première fois, cela me suffisait. Papa, Tom Hart, ou plutôt Vincent, m'a retrouvé au vieux dîner près de l'autoroute 24, celui où maman servait autrefois. Il était déjà assis dans notre ancienne banquette, 2 tasses de café fumantes l'attendant. Quand je me suis glissé sur le siège en face de lui, il a souri avec des yeux pleins d'histoire. « Tu l'as vu » a-t-il dit. « Oui » ai-je murmuré. « Il est vivant. Il t'a pardonné. » Ces mots ont brisé quelque chose en lui. Ses mains ont tremblé alors qu'il les tendait sur la table pour couvrir les miennes. « Ta mère aurait été fière » a-t-il dit. « Tu as fait ce qu'aucun de nous n'a pu faire, ramener la paix dans notre lignée. » Je l'ai regardé longuement, réalisant qu'il avait raison. La honte, la dissimulation, le faux semblant, tout cela prenait fin ici. 2 semaines plus tard, j'ai utilisé une partie de l'argent des Marot pour ouvrir Art Construction. Pas l'entreprise qui construisait des gratte-ciel pour le profit,
mais une qui reconstruisait des maisons pour des familles détruites par les tempêtes, les incendies et la malchance. Nous l'avons appelé reconstruire l'espoir. Ce n'était pas glamour, mais c'était important. Parfois, en regardant mon équipe poser la première brique d'une nouvelle fondation, je pensais à ce moment au centre de Plasma, à quel point j'avais été désespéré, vide, et comment, en l'espace d'un seul battement de cœur, ma vie s'était scindée en deux, avant de savoir ce qui coulait en moi, et après. Ce soir-là, assise sur mon porche, j'ai détaché le pendentif en or qu'Henri m'avait donné. La petite breloque en forme de goutte scintillait faiblement dans la lumière déclinante. J'ai pensé à lui, au courage de ma mère, à l'amour discret de mon père, à l'infirmière qui n'avait pas détourné le regard quand je n'étais qu'une femme fauchée avec un bras meurtri. Maintenant je comprenais. La chose la plus rare chez nous n'est pas ce que nous possédons ou accomplissons. C'est ce que nous portons en nous sans le savoir, attendant d'être révélé lorsque le monde nous le demande enfin. J'ai un jour vendu mon sang pour $50. Mais en le donnant, j'ai découvert quelque chose d'inestimable. Que parfois, le miracle n'est pas ce que vous avez. C'est ce qui a toujours coulé en vous.